Le mariage de ma sœur Tiffany était exactement à son image bruyante, coûteux et désespérément en quête d'admiration. J'étais assise à une table au fond, essayant de me fondre dans la mer de décoration au ton rose poudré et de tenues louées pour l'occasion. Ma simple robe bleu marine faisait l'effet d'une tache sur une peinture parfaite. Et c'était précisément ce que je voulais. Il me suffisait de survivre encore quelques heures à force de sourires polis, et ensuite je pourrais me retirer dans ma propre vie, un monde à des années-lumière de celui-ci. Mon objectif était simple, être invisible. Une tante que je n'avais pas vue depuis une décennie se pencha vers moi, son parfum envahissant. Alors, qu'est-ce que tu fais ces jours-ci, ma chérie? Avant même que je puisse ouvrir la bouche pour donner la réponse vague et inoffensive que j'avais répétée, une ombre s'abattit sur la table. C'était ma sœur, Tiffany, l'enfant prodige de la famille, une femme qui portait son charisme comme une arme. Elle s'approcha en glissant, un verre de champagne à la main, son sourire acéré et prédateur, tandis qu'elle me coupait la parole. « Oh, la pauvre !» annonça Tiffany à toute la table, sa voix dégoulinant de pitié. Elle est juste gardienne de portail sur une base de l'Air Force. Elle marqua une pause pour l'effet, laissant l'image s'imprégner. Elle scanne des cartes d'identité toute la journée. Vous savez, la table, remplie de gens qui connaissaient par cœur le scénario familial, éclata d'un rire poli et complice. Je sentais la chaleur monter le long de mon cou, mes mains se crispant en poings sous la nappe. C'était le jeu, et j'étais toujours la cible des moqueries. Puis vint le coup fatal, assené par ma propre mère. Carol, une femme qui confond la dépendance de sa fille avec de l'amour et mon indépendance avec de la froideur. Elle tapota le bras de ma tante et soupira. Une performance parfaite de préoccupation maternelle. Nous essayons d'être soutenants. Bien sûr, dit-elle, sa voix juste assez forte pour que tout le monde l'entende. Mais honnêtement, c'est un peu embarrassant. Nous avons toujours pensé qu'elle ferait tellement plus. Les mots atterrirent, non comme une gifle, mais comme le scalpel d'un chirurgien, précis, profond et visant exactement là où elle savait que ça ferait le plus mal. À cet instant, toute la salle de bal sembla se taire, mes oreilles bourdonnaient, et les visages autour de moi se brouillèrent en une aquarelle de sourires moqueurs et de pitié. Ce n'était pas seulement à propos de mon travail, c'était à propos du moment où ils avaient oublié de co-signer mon prêt étudiant, après avoir payé en liquide le diplôme d'art de Tiffany. C'était à propos des 1000 petites dépréciations, les rappels constants que mes accomplissements étaient insignifiants et que les caprices de ma sœur étaient monumentaux. Il ne riait pas seulement d'un titre de poste, il riait de toute mon existence, et le pire, je n'étais même pas surprise, c'était juste l'écho le plus fort d'une histoire qu'il racontait sur moi depuis toujours. Ce rire au mariage, ce n'était pas un son nouveau, c'était le même son, simplement amplifié par une centaine d'invités et une bouteille de champagne coûteux. C'était la bande-son de mon enfance, la musique de fond du spectacle interminable de la vie de ma famille, où Tiffany était la star et moi, une machiniste qu'ils oubliaient de mentionner au générique. Pour comprendre ce moment d'humiliation, il faut comprendre les milliers de moments plus petits, plus silencieux, qui en avaient posé les fondations, brique par brique douloureuse. Tout se résumait à une règle simple et non dite. Tiffany méritait, et moi, j'étais censée me débrouiller. L'exemple le plus flagrant était, bien sûr, les voitures. Pour les 16 ans de Tiffany, mes parents avaient organisé une immense fête. Mon père, David, un homme qui croyait que les défauts de sa fille étaient des excentricités charmantes, fit un grand discours avant de mener tout le monde dehors. Là, dans l'allée, étincelant sous un énorme nœud rouge, se trouvait un cabriolet flambant neuf. C'était après qu'elle eut déjà cabossé la berline de maman et reculé le pick-up de papa dans une boîte aux lettres, mais tandis qu'elle poussait des cris de joie, mes parents rayonnaient, simplement. Elle a tellement d'énergie, disait ma mère. Elle mérite un peu d'éclat dans sa vie. 6 mois plus tard, pour mes 16 ans, il n'y eut ni fête, ni nœud. Il n'y eut que moi, avec 1840 € que j'avais économisés péniblement de mon boulot graisseux dans un dîner. Je leur présentai mon plan de manière logique, avec des tableurs et des impressions de voitures d'occasion fiables. J'avais juste besoin qu'ils égalent mes économies, expliquai-je, pour que je puisse avoir une voiture sûre pour mon travail et les cours préparatoires à l'université qu'ils voulaient, soi-disant, que je suive. Mon père s'éclaircit la gorge et me lança ce regard de pitié familier. L'argent est serré en ce moment, ma chérie, dit-il, les mêmes mots qu'il utilisait chaque fois que j'avais besoin de quelque chose.
Ma mère ajouta sa réplique favorite, celle qui était censée être un compliment, mais qui ressemblait toujours à une cage. Tu es tellement plus responsable, Mapuche. Nous ne nous inquiétons pas pour toi. Le registre interne dans ma tête feuilleta ces pages. Le voyage d'été en Europe de Tiffany, sa garde-robe de designer, le flux constant d'argent pour ses projets artistiques. L'argent n'était serré que pour moi. Un mois plus tard, j'achetais moi-même une épave rouillée de 10 ans et passais mes week-ends les mains couvertes de graisse, apprenant à remplacer un carburateur avec l'aide de livres de la bibliothèque. La satisfaction solitaire de tourner la clé et d'entendre le moteur démarrer enfin était quelque chose qu'ils ne pourraient jamais comprendre. C'était le faux récit qu'ils avaient construit pour justifier le déséquilibre. Tiffany était la sensible, l'esprit créatif. C'était juste de jolis mots qu'ils utilisaient pour excuser son irresponsabilité et alimenter son cycle interminable de drames et de dépendance. Elle avait besoin de leur aide, de leur argent, de leur attention constante, parce qu'elle était une fleur délicate qui ne pouvait pas affronter le monde réel. Moi, en revanche, j'étais la forte, j'étais l'indépendante. Ça sonnait comme un compliment. Mais ce n'en était pas un. C'était une étiquette qu'ils m'avaient collée pour se sentir bien avec leur négligence. Ma force n'était pas une qualité qu'ils admiraient, c'était une ressource qu'ils exploitaient. Ça leur donnait la permission de concentrer toute leur énergie sur Tiffany, parce que je m'en sortirais toujours. Et je l'ai fait. J'ai compris que la meilleure façon d'échapper à leur récit étouffant était de quitter leur monde entièrement. Rejoindre l'United States Air Force n'était pas un plan de secours. C'était une libération délibérée et calculée. Je désirais un système où les règles assez claires et s'appliquaient à tous, où le succès était mesuré par le mérite, pas par la capacité à simuler l'impuissance. Je ne voulais pas juste un boulot, je voulais une vie où ma valeur n'était pas débattue à la table familiale. J'ai lutté bec et ongles pour une place à l'école des candidats officiers parce que je ne construisais pas seulement une carrière, je forgeais une identité qu'ils ne pouvaient pas toucher. L'ironie, c'est que je leur ai dit, je les ai assis et j'ai expliqué ce qu'était l'OCS, ce que signifiait une commission. Je leur ai montré la lettre d'acceptation, ma voix pleine d'une fierté que je n'avais jamais été autorisée à ressentir à la maison. Ils m'ont juste regardé avec des expressions vides. Il n'y eut pas de questions, pas de félicitations, juste un lent hochement de tête confus. Ils ne comprenaient pas parce qu'ils ne voulaient pas. Une officier, une leader, ça ne collait pas à leur histoire de moi. Donc dans leur esprit, ils m'ont rétrogradé. Ils ont entendu le mot militaire et ont immédiatement conjuré le boulot le plus basique, d'entrée de gamme qu'ils pouvaient imaginer, parce que ça préservait leur vision du monde. Officier des forces de sécurité et devenu gardienne de portail. Je leur ai envoyé une photo de moi en uniforme de cérémonie le jour de ma commission, mes barres de second lieutenant brillant sur mes épaules. Elle n'a jamais été encadrée. Il était plus facile pour eux de m'imaginer en train de scanner des cartes d'identité dans une guérite. Un échec discret, pour que Tiffany puisse continuer à être le soleil de leur univers. Allongée dans mon lit toutes ces années, je fantasmais sur un moment où ils me verraient, enfin, assise à ce mariage. Humiliée, j'ai réalisé qu'ils ne me verraient jamais. Donc j'ai décidé de les forcer à voir la vérité à la place. De retour à cette table, avec l'écho de leur rire encore suspendu dans l'air. Mon premier instinct fut de fuir, de quitter la salle de réception et de conduire jusqu'à ce que les lumières de la ville ne soient qu'un mauvais souvenir dans mon rétroviseur, mais je ne l'ai pas fait. J'ai retenu mon souffle pendant 5 secondes, puis je l'ai relâché lentement. Leur donner la satisfaction de mes larmes ou d'une sortie dramatique était une victoire que je refusais de leur accorder. Au lieu de cela, j'ai tendu la main vers mon verre d'eau, mes mouvements délibérément lents et stables, et j'ai bu une gorgée. Mon apparence extérieure était un masque de calme parfait et placide, mais derrière mes yeux, une tempête se préparait. Mon regard dérivait à travers la pièce, détaché et analytique, comme si je scrutais des menaces lors d'une patrouille. J'ai vu les groupes d'invités, les décorations pastel, la piste de danse, et puis mes yeux se sont posés sur la table d'honneur. J'ai regardé au-delà de ma mère, qui essuyait une fausse larme de joie, et au-delà de ma sœur, qui se pavanait sous l'attention. Mon attention s'est fixée sur le marié. C'était mon nouveau beau-frère, Mark, un homme qui avait semblé parfaitement gentil, mais tout à fait insignifiant lors des quelques conversations maladroites que nous avions eues. Il était calme, poli, et complètement éclipsé par la personnalité aveuglante de Tiffany, mais en l'observant maintenant,
Un étrange sentiment de dissonance m'envahit. Quelque chose chez lui était familier. Ce n'était pas seulement son visage, c'étaient les détails subtils, le nœud de cravate net et parfait, la façon dont il était assis droit comme un i dans sa chaise, une tenue militaire que le smoking ne pouvait cacher, c'était dans ses yeux. Il ne regardait pas passivement la célébration, il scrutait, évaluait, absorbait les détails avec une efficacité exercée. J'avais vu ce regard 1000 fois. J'avais vu cette posture lors des formations matinales. Les pièces d'un puzzle que je ne savais même pas résoudre commencèrent à s'assembler avec une clarté soudaine et surprenante. Et puis le nom me frappa comme un choc physique. Il n'était pas juste Mark. Il était le sergent Mark Peterson. C'était un sous-officier vif et fiable de mon propre escadron des forces de sécurité. En fait, c'était l'homme même pour qui j'avais personnellement rédigé une lettre de recommandation 3 mois plus tôt. Louant son leadership lors d'un exercice de sécurité stressant à l'échelle de la base, le mari de ma sœur, l'homme calme et discret assis au centre de leur journée parfaite, était l'un de mes subordonnés. Il avait été assis là, écoutant sa nouvelle famille ridiculiser et rabaisser son propre commandant. La chaleur sur mes joues disparut, remplacée par un calme électrisant et glacial. La douleur, les années à me sentir petite, tout s'évapora à sa place. Il y avait la certitude calme et excitante d'un joueur d'échecs qui réalise soudain que son adversaire a commis une erreur fatale et irréversible. Je n'avais pas besoin de livrer cette bataille. Je n'avais pas besoin de me défendre. J'avais la preuve, j'avais le plan, bien qu'il ne soit pas le mien à exécuter. Il ne restait plus qu'à choisir le bon moment pour regarder leur monde parfait s'effondrer, ou mieux encore, le laisser s'autodétruire. Pendant l'heure suivante, je suis devenue une étudiante du comportement humain. J'ai observé ma sœur tenir sa cour, riant de ce rire aigu et cristallin qui m'avait toujours agacée. J'ai observé ma mère se prélasser dans la gloire réfléchie de la journée parfaite de sa fille parfaite. J'ai siroté mon eau, offert des réponses monosyllabiques quand on me parlait. Et j'ai attendu. Mon cœur ne battait plus d'anxiété. Au lieu de cela, il battait au rythme lent et régulier d'une horloge qui compte à rebours vers un événement connu. Toute la scène semblait surréaliste, comme regarder un film dont je connaissais déjà la fin choquante. La tension en moi se resserrait de plus en plus. Un sentiment d'anticipation terrible et exaltante. Finalement, la musique du DJ s'est estompée, et le planificateur du mariage a tendu un microphone au témoin, qu'il a ensuite passé au marié. La salle s'est tue. Une mère de visage expectant se tournant vers la table d'honneur, Marc se leva, lissant le devant de son smoking. Il avait l'air beau, confiant et complètement amoureux. Tiffany le regardait, les yeux brillants d'adoration. Mes parents avaient l'air sur le point d'éclater de fierté. C'était leur moment de triomphe. La validation de tous leurs choix, de tous leurs investissements dans leur enfant prodige. J'ai pris une respiration lente et délibérée. Mes yeux fixés sur Marc. Le spectacle allait commencer. Il commença par les banalités habituelles, remerciant sa propre famille pour leur amour et leur soutien, remerciant les invités d'avoir voyagé pour être là. Sa voix était chaude et stable. Il parla de comment il avait rencontré Tiffany, une histoire charmante et autodérisoire qui fit rire la foule. Il jouait parfaitement le rôle du marié heureux. Ma famille absorbait tout, leur sourire large et sincère. Pendant un moment, j'ai presque ressenti un soupçon de doute. Peut-être qu'il ne le ferait pas, peut-être qu'il laisserait couler pour le bien de sa nouvelle épouse. Mais ensuite, il tourna son attention vers ma famille, et l'énergie dans l'air changea. « Je veux aussi dire un merci spécial à mes nouveaux beaux-parents, » dit-il. Il marqua une pause, juste un peu plus longue que confortable. Et dans cette pause, il ne regarda pas mes parents, ni sa mariée. Ses yeux balayèrent la salle et me trouvèrent. Le bavardage s'éteignit tandis qu'une centaine de têtes suivaient son regard. Atterrissant toutes sur moi, la fille oubliée à la table du fond. Je sentis un projecteur sur moi, mais pour la première fois de ma vie, je ne voulais pas m'enfuir. Je me contentais de croiser son regard et de le soutenir. Mon expression indéchiffrable. Il s'éclaircit la gorge. Et quand il reprit la parole, son ton était différent. La chaleur avait disparu. Remplacée par une autorité nette et formelle, il semble y avoir un petit malentendu sur ce que fait ma nouvelle belle-sœur pour vivre, déclara-t-il, sa voix portant clairement à travers la salle silencieuse. Elle n'est pas gardienne de portail. Le suggérer est une insulte profonde à son caractère, à son service, et franchement, à moi. Un murmure confus se répandit parmi les invités. Je vis le sourire de Tiffany se crisper.
Ses yeux passant de Marc à moi, elle tira sur sa manche. Un chuchotement frénétique Marc. Arrête! Mais il ne broncha même pas. Il ne la regardait pas. Il regardait directement ma mère maintenant. Votre fille, dit-il, en insistant sur le mot, et le capitaine, mon nom de famille. Il laissa les grades flotter dans l'air, un titre qu'il n'avait jamais une fois reconnu. Elle est le commandant de l'escadron des forces de sécurité de la 31e Stone. Elle est responsable des vies et du bien-être de plus de 300 aviateurs. Elle est responsable de la sécurité de milliards de dollars en actifs stratégiques. Il prit une respiration, sa voix résonnant d'une conviction impossible à douter. « Est-ce ma patronne ?» Puis vint le moment qui brisa toute leur réalité. Marc leva son verre de champagne. Non vers Tiffany, non vers la foule, mais directement vers moi. Sa posture était droite, son expression celle d'un respect complet et sans ambiguïté. « Madame !» Le silence qui suivit fut absolu. C'était un vide si total que je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation. Dans ce silence, j'ai vu leur monde parfait s'effondrer. J'ai vu le visage parfaitement maquillé de Tiffany s'écrouler, son sourire se dissolvant en un masque contorsionné d'horreur et d'incrédulité. J'ai vu la couleur quitter le visage de ma mère, la laissant pâle et bouche bée, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans émettre de son. Mon père, qui riait encore quelques minutes plus tôt, semblait se recroqueviller dans son smoking coûteux, ses yeux fixés sur la nappe comme si elle contenait les secrets de l'univers. Tiffany fut la première à craquer, sa voix un cri rauque et hystérique en chuchotement. « Mark, qu'est-ce que tu fais? C'est mon mariage. Arrête !» Il ne lui accorda même pas un regard. Il se tourna vers le public stupéfait, sa voix inébranlable. Le capitaine, mon nom de famille, est l'un des officiers les plus respectés de cette base. Elle est tout, sauf une source d'embarras. Tiffany laissa échapper un sanglot étranglé de pure humiliation non diluée. Ma mère commença à balbutier. Désespérée de limiter les dégâts, nous ne faisions que plaisanter. Nous avons toujours été si fiers d'elle, mais ces mots étaient des fils minces et pathétiques, essayant de raccommoder un canyon béant. Le mensonge était exposé, et chaque personne dans cette salle le savait. Et dans le silence retentissant, je ne ressentais ni colère ni victoire. Je me sentais juste calme. Pour la première fois, c'était moi qui pouvais m'en aller. Je n'ai pas resté pour assister à l'implosion complète. Tandis que les mots frénétiques et rétroactifs de ma mère commençaient à remplir le silence étouffant, je sus que mon rôle dans ce drame était terminé. Je me levai de ma chaise, mes mouvements calmes et sans hâte. Toute la salle était encore fixée sur le naufrage à la table d'honneur, mais les yeux de Marc trouvèrent les miens à nouveau. Je lui fis un seul hochement de tête, bref. Ce n'était pas un hochement de remerciement, pas vraiment. C'était un hochement de reconnaissance professionnelle, une communication silencieuse de respect mutuel entre deux personnes en uniforme. Puis, je me tournai, ramassai mon petit sac sur la table et sortis de la salle de réception. Je ne me précipitais pas, à chaque pas, je sentais le poids de ma vie passée, de leurs attentes et de leurs récits, s'échapper de mes épaules. Le trajet loin du lieu fut silencieux. Je n'allumais pas la radio. J'écoutais simplement le son des pneus sur la chaussée, mettant de plus en plus de distance entre eux et moi. Puis, mon téléphone s'alluma. Et encore, un barrage incessant de notifications. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir de qui elles venaient. Quand je m'arrêtais enfin à une station-service, l'écran était un chaos de rage et de manipulation. Il y avait une douzaine d'appels manqués de ma mère. Ces messages vocaux étaient un cours magistral de montagne russe émotionnelle, passant de supplications larmoyantes sur comment j'avais brisé son cœur à des accusations furieuses, que j'avais fait ça exprès pour ruiner la journée de Tiffany. Les textos de ma sœur étaient encore pires. De longues chaînes de mots furieux et mal orthographiés, du venin pur et non dilué. Je regardais l'écran, ces tentatives désespérées et laides de me ramener dans leur chaos. Et je ne ressentis rien. La colère avait disparu. La douleur avait disparu. Il n'y avait qu'une profonde sensation d'épuisement et la certitude calme d'un chapitre qui se termine. J'ai tenu mon doigt au-dessus du contact de ma mère, puis de celui de ma sœur, et j'ai appuyé sur bloquer. 1 an s'est écoulé depuis le mariage. Ma vie aujourd'hui est méconnaissable de celle que je vivais avant. Pas de manière grandiose et tape à l'œil, mais dans les petits moments calmes qui comptent vraiment. J'ai été promue major il y a 6 mois. Les nouveaux insignes sur mon uniforme semblaient plus lourds, plus solides que n'importe quelle approbation que ma famille aurait pu me donner.
J'ai utilisé mon prêt VA pour acheter une petite maison avec un jardin qui donne sur un coin tranquille de bois. C'est le premier endroit qui a vraiment été à moi. Les murs sont peints de couleurs que j'ai choisies et ils sont décorés de photos de mes amis, ma vraie famille, et d'une photo encadrée de moi et de mon escadron, celle que mes parents n'ont jamais voulu voir. J'ai commencé un jardin dans la cour arrière. Le travail simple et honnête de nourrir quelque chose à partir d'une graine et de le regarder grandir m'a apporté une paix que je n'aurais jamais cru possible. Les nouvelles de mon ancienne vie arrivent au compte-gouttes, généralement d'une cousine éloignée qui appelle de temps en temps. Elle m'a dit, sa voix pleine d'une sorte de pitié triste, que le mariage de Tiffany et Mark n'avait même pas duré 6 mois. Apparemment, l'homme qui s'était levé pour la vérité ne pouvait pas vivre avec une femme qui avait construit toute son identité sur des mensonges. Il ne pouvait pas la respecter après avoir vu sa cruauté, et sans son respect, leur image parfaite s'est effondrée. Mes parents, a-t-elle dit, ont essayé de pivoter, ils ont commencé à se vanter auprès de leurs amis de leur fille, la Major, essayant de récupérer un peu de statut social des décombres, mais la performance était trop peu, trop tard. Leurs amis avaient tous été là cette nuit-là, ils avaient tous entendu la vérité. Pour la première fois, le récit de ma famille les avait trahis. Leur pouvoir n'était pas seulement parti, il avait été exposé comme une illusion, dans le calme de ma nouvelle vie. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que Mark a fait. Je ne crois pas qu'il essayait d'être mon héros. Il n'était pas un chevalier blanc venant sauver la demoiselle en détresse. Le sergent Peterson est un homme d'intégrité, un aviateur qui respecte la chaîne de commandement et l'honneur de l'uniforme que nous portons tous les deux. Il ne s'est pas levé pour moi, la fille invisible. Il s'est levé parce que son caractère ne lui permettait pas d'être complice d'un mensonge qui manquait de respect à tout ce en quoi il croyait. Il l'a fait pour sa propre intégrité, mais en le faisant, il m'a tendu la clé d'une cage dont je ne réalisais même pas que j'y étais encore. Ses actions ne m'ont pas libérée. Elles ont juste ouvert la porte, passé à travers, et ne jamais regarder en arrière. Était un choix que je devais faire moi-même. Ma famille a passé des années à essayer de me convaincre que j'étais petite pour qu'ils puissent se sentir grands. Mais la vérité n'a pas besoin d'une armée pour la défendre. Parfois, tout ce dont elle a besoin, c'est d'une personne pour se lever et la dire. Si vous avez déjà eu un moment où la vérité vous a enfin libéré, partagez votre histoire dans les commentaires. Je les lirai tous.